Salut à tous et bienvenue dans votre vidéo lore. Alors oui, vous ne rêvez pas, il y a bien des figurines. Non, ce n'est pas un rapport de bataille Battlefield Gothic ni Firestorm Armada, mais je saisis la chance qui m'est donnée de pouvoir représenter ce que c'est qu'un affrontement de vaisseaux spatiaux dans le monde de Warhammer 40 000. Parce que c'est vrai que là, je trouve que de plus en plus dans le lore, on a des explications assez détaillées. Alors ça a commencé par simplement donner le nom des vaisseaux qui existent dans le jeu Battlefield Gothic. Donc un vaisseau de classe gothique, de classe lunar, etc. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il détaille vraiment de plus en plus. Donc je suis de plus en plus certain, surtout après le chapitre 20 de Le Lion, le fils de la forêt, que c'est pour préparer le terrain, pour que les gens aient envie d'avoir du Battlefield Gothic sur la main, et puis que les vaisseaux puissent ressortir. Il y a déjà des jeux vidéo en plus qui existent, des jeux vidéo qui marchent plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, il y a le terrain est fertile pour que Battlefield Gothic puisse ressortir un jour. Alors, je ne sais pas quand ce sera peut-être sans doute l'année prochaine, peut-être. Enfin, je dis sans doute, mais là je me dis que comme il y a Légion Impérialiste qui doit sortir cette année, ce sera sans doute l'année prochaine, mais en tout cas je pense vraiment qu'il y a des petits mots aux auteurs, parce que à moins que tous les auteurs de la Black Library ou de tout ce qui est lore actuellement soient des fans de Battlefield Gothic et que en interne ils se disent allez, on va faire revivre un petit peu les vaisseaux. Avec tous les romans que j'ai pu lire, c'est la première fois qu'on a autant de détails sur Battlefield Gothic. Donc je me suis dit, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est de mixer le chapitre 20, vous raconter le lore de ce livre là et vous présenter aussi du mieux que je peux ce que c'est qu'une bataille spatiale au 41e millénaire. Comment ça se passe, quels sont les choix qui sont faits dans cet univers-là par rapport à d'autres univers de science-fiction. Vous verrez que c'est relativement différent. Alors, je pense que, déjà, je vais enfoncer une porte ouverte, je pense qu'on est très loin de la réalité de ce que serait un vrai combat spatial. Mais, en tout cas, c'est scénarisé, c'est épique, on a envie d'y être, et dans cette vidéo-là, vous allez y être. Donc, ça va être une sorte d'analyse-présentation et vraiment le lore du chapitre 20. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors je sais que c'est très conceptuel, mais justement c'est l'occasion qui m'est donnée, je la saisis à plein bras, à plein bras. Alors déjà le contexte, nous sommes avec une force du chaos, donc je n'ai pas de flotte du chaos de Battlefield Gothic, donc ce sont des vaisseaux de Firestorm Armada, qui est un jeu qui n'existe plus actuellement, mais que j'ai vraiment affectionné avec des vaisseaux que je trouvais vraiment sympathiques, donc ça me donne l'occasion de les ressortir. De l'autre côté, par contre, on a une flotte de Battlefield Gothic. Alors évidemment, je n'avais pas assez de vaisseaux pour représenter exactement chaque classe de vaisseau, mais on n'est pas loin. J'ai juste quelques petites... j'ai deux vaisseaux qui sont un petit peu différents. Là, en l'occurrence, si vous connaissez Battlefield Gothic, vous avez un battleship de classe Imperator, Emperor, qui est l'un des plus gros vaisseaux qu'on peut trouver. Là, ce n'est pas le cas dans cette bataille-là. Dans cette bataille-là, on va avoir un vaisseau du même tonnage à peu près que les autres. Alors, ce que j'ai représenté ici, ce sont les vaisseaux majeurs. Parce que, en termes d'échelle, donc on nous dit sur la flotte d'Avalus, alors oui, le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est qu'une flotte du chaos vient assaillir une planète, la planète d'Avalus. Cette planète est défendue par ses défenses propres, à savoir 6 vaisseaux de ligne, donc 6 croiseurs, et quelques escorteurs. Donc les escorteurs, c'est tout ce qui est frégate, vaisseaux de liaison, vaisseaux de ravitaillement, escorteurs aussi, donc voilà. En face, vous avez une flotte qui est constituée de 16 vaisseaux capitaux. Donc là, je vous ai mis 16 vaisseaux capitaux pour vous donner déjà un petit peu l'ampleur du combat, à quel point ça peut être un petit peu difficile. Alors, ne tenez pas compte forcément de l'échelle des vaisseaux entre eux, simplement au sein d'une même flotte, voilà, ceux qui sont un petit peu plus gros, voilà, ça c'est le vaisseau majeur, là aussi c'est celui dans lequel est Lyon L. Johnson pour pouvoir leader un petit peu ce combat. Et puis, j'ai mis quelques escorteurs, histoire de donner un peu de volume, mais
mais ce qu'on nous dit, c'est que la flotte du chaos est composée de 16 vaisseaux de ligne et d'un total de 184 vaisseaux. Donc on voit qu'il y a énormément de petits vaisseaux qui sont des corvettes, des frégates, des escorteurs, donc ça vous donne tout un nuage. Mais en fait, il y a une telle différence d'échelle que au final, on peut résumer ça à des combats de vaisseaux majeurs, et Lionel Johnson le dit bien, il faut à priorité cibler les vaisseaux majeurs parce que c'est ce qui va faire la différence. Alors, en termes d'échelle, les vaisseaux dans Battlefleet Gothic, enfin dans le monde de Warhammer 40 000, si on est sur un croiseur, c'est à peu près une taille de 4 km. 4 km, c'est incroyablement grand. Je pense que déjà là c'est le côté bon épique qu'on peut retrouver dans Warhammer 40 000. Je pense que si on allait du côté de la science-fiction moderne, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir des vaisseaux si gros, si ce n'est des sortes de porte-avions, et encore pour pouvoir porter beaucoup de chasseurs ou de bombardiers, mais là on revient un petit peu plus tard. Même un petit chasseur ou des bombardiers, en fait, qui font un bombardier, peut créer énormément de dommages à des vaisseaux capitaux, parce que les armes, eh bien, elles font un impact assez énorme. Donc voilà. Alors, la planète Avalus, elle est protégée naturellement par des stations de défense qui s'appellent de classe Gaugamela. Donc je ne connais pas ce type de plateforme de défense, mais en tout cas on sait qu'il y a 2 plateformes de défense. Alors ces plateformes de défense, ce sont des satellites, hein, on imagine bien ce que c'est qu'une plateforme de défense. Maintenant, ça a une puissance de feu qui est très importante, mais c'est insuffisant pour arrêter une flotte. Pourquoi? Parce que même si ça a beaucoup de puissance de feu, on peut imaginer qu'étant donné qu'il n'y a pas besoin de beaucoup manœuvrer, juste de maintenir l'orbite, eh bien tout ce qui est système de réacteurs de propulsion sur un vaisseau classique peut être remplacé, et toute l'énergie qui est sur la propulsion peut se trouver convertie en énergie utilisable pour l'armement. Donc de fait, à tonnage égal, une station de défense va sans doute causer beaucoup plus de dommages qu'un vaisseau spatial. L'inconvénient, c'est que le vaisseau lui va pouvoir bouger, donc potentiellement esquiver. Alors on reviendra aussi sur cette notion de pouvoir esquiver les tirs. Là où une station de défense spatiale, eh bien elle a une orbite, donc une trajectoire prévisible, donc elle va se prendre, si les gars en face font bien le boulot, elle va se prendre quasiment 100% des tirs. Alors qu'on peut préciser, c'est que dans l'univers de Warhammer 40 000, en restant sur les flottes du chaos, les flottes de l'Imperium, déjà il y a un gouffre énorme en termes de type de vaisseau. Alors ça, c'est quelque chose que je me suis jamais expliqué. Vous voyez, quand on est à l'Hérésidorus, en fait, typiquement, vous prenez toutes les forces de l'Imperium, qui sont de différentes classes, à différents tonnages et classes de vaisseaux, on les coupe en deux, il y a la moitié à gauche, la moitié à droite, mais au final, c'est une répartition assez homogène, parce que ce que je veux dire par là, c'est que tous les cuirassés de classe Armageddon ne sont pas forcément passés du côté chaos, c'est une distribution aléatoire globalement, donc on devrait retrouver exactement les mêmes vaisseaux, à l'image de ce qui se passe avec les Hérésidorus. Les Hérésidorus, c'est exactement le même matériel en fait, puisque c'est la même armée qui s'est scindée en deux, alors que là, dans Battlefleet Gothic, eh bien, l'évolution du chaos est totalement différente, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne trouve... Enfin, si on reste sur les listes d'armées, là j'entre un peu dans le système de jeu, il n'y a aucun vaisseau en commun entre les flottes du chaos et les flottes de l'Imperium. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne m'explique pas, parce que ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Pourquoi modifierait-il leur vaisseau si le chaos... Alors, entendons-nous, c'est-à-dire qu'un vaisseau comme le Planet Killer, par exemple, qui est le vaisseau, qui était à un moment donné le vaisseau majeur qu'a développé Abaddon, c'est un vaisseau qui est fait pour détruire des planètes, vraiment au sens propre, hein, c'est-à-dire vraiment faire exploser la planète. Je ne parle pas d'un exterminatus qui va détruire la biosphère ou des tempêtes cycloniques qui vont brûler, etc. Non, là je parle vraiment de tirer au laser, vraiment comme l'étoile noire. C'est-à-dire on tire au laser, ou peu importe l'arme, mais ça détruit la planète. Là, on devrait avoir des vaisseaux qui sont un peu identiques. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et ça va se traduire par une grosse différence en termes d'armement. Alors, sur le jeu Battlefleet Gothic, c'est hyper intéressant parce que vous avez deux flottes qui ont des styles totalement différents, vraiment. On va avoir l'Imperium, tel qu'on le voit sur leur vaisseau, vous avez vraiment la proue qui est blindée. Donc, c'est des vaisseaux qui sont faits pour encaisser vraiment les dommages qui viennent de face et après avoir beaucoup d'armes en fait sur justement la proue. Donc, c'est-à-dire être capable de mettre des dommages à beaucoup plus grande distance que les vaisseaux du chaos. Les vaisseaux du chaos, eux, ils ont
plutôt des armements en bordée, c'est-à-dire bâbord, tribord sur les côtés des vaisseaux, sur les flancs, et eux sont beaucoup plus efficaces en fait sur une courte portée, voire sur une moyenne portée. Ça va être très intéressant dans la façon dont le combat spatial va avoir lieu. Donc au niveau des armes, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de l'Imperium, on va avoir des canons Nova. Ça, c'est l'arme avec la plus grande distance d'impact. Donc le canon Nova, c'est souvent un appareillage qui est sous la proue, et ce canon envoie une masse à une forte vitesse qui est assez proche de celle de la lumière, et avec l'énergie cinétique emmagasinée et puis l'énergie E égale mc2, je ne vais pas vous refaire un cours, et bien toute cette énergie cinétique se transforme après avec une explosion et crée des dommages à très longue distance sur une zone assez large à l'échelle des vaisseaux, c'est-à-dire que typiquement c'est une arme de barrage, alors qui va s'avérer un petit peu difficile au niveau du ciblage, au niveau du rechargement. C'est une arme qui est assez difficile à produire, évidemment, elle n'est pas équipée sur tous les vaisseaux. Et là, dans ce combat-là, on a 6 vaisseaux majeurs et il n'y en a qu'un seul, celui-ci, qui possède un canon Nova. Et ça va être assez important, justement, dans le déroulé de la bataille. Ensuite, une autre arme qui est utilisée, ce sont les torpilles, c'est-à-dire des projectiles autonomes, propulsés, avec guidage ou pas, ça, je n'ai jamais trop eu de détails, je pense qu'on est avec quelque chose qui n'a pas trop de guidage, en tout cas qui ne peut pas recibler, c'est pas, enfin on peut pas, je pense que c'est envoyé dans une direction et puis après voilà, ça touche pas, donc c'est très low technology, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on peut créer maintenant nous-mêmes en termes de missiles, normalement je pense que tous les torpilles devraient être des engins autonomes à guidage, donc c'est-à-dire on les tire et puis après on oublie, elles font leur vie et elles vont directement sur les bâtiments adverses. Là, ce n'est pas le cas tel que c'est représenté. Par contre, l'intérêt de ces projectiles, ce sont la portée en fait. C'est-à-dire que c'est la deuxième arme qui va porter le plus loin, étant donné que la distance ne va pas jouer sur leur force d'impact. Contrairement à des armes comme des rayons laser, typiquement, on peut imaginer, enfin, c'est plus qu'imaginer, hein, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'un faisceau d'énergie va se dissiper au fur et à mesure, elle va même alors je crois que le terme c'est diffracter, donc c'est-à-dire que si vous envoyez un rayon très puissant à courte portée, eh bien si le tir parcourt beaucoup d'espace, ce qui est le cas hein, dans les combats de vaisseaux spatiaux, eh bien ça va être très difficile de conserver une force de frappe suffisante. Ensuite, donc ça c'était pour un peu les batteries, ce qui va s'appeler en fait les lances, donc c'est tous les armements assez proéminents, c'est-à-dire les gros canons dans Battlefield Gothic, c'est des lances, c'est des armes très puissantes, mais vraiment typiquement on va dire un canon laser, si on remet ça dans le monde de Warhammer 40 000, canon laser. Si ensuite on continue, on va descendre sur les batteries. Les batteries, ce sont des ogives qui sont envoyées. Donc là, par contre, à courte distance, enfin courte distance, encore une fois, on s'entend, on parle de distance colossale parce qu'on est dans l'espace, mais il faut vraiment imaginer ça comme de la fusillade. On peut dire que c'est une sorte d'obusier ou de bolter lourd si on voudrait faire vraiment le comparatif. Canon laser d'un côté, bolter lourd de l'autre. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, vous avez des rangées de canons, donc tout ce qui est bordé avec les armes en batterie, c'est vraiment pour faire beaucoup de tirs à courte portée qui vont taper fort, mais moins fort qu'un coup de lance. Par contre, un coup de lance, bah, c'est un seul coup, c'est dirigé, donc c'est très fort d'intensité, mais plus difficile de cibler un groupe de frégates ou des choses comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez une arme qui n'est pas représentée ici, mais qui sont les chasseurs et les bombardiers. Donc les bombardiers qui vont transporter aussi des armes, donc soit des armes à faisceau, soit des armes type des torpilles, et qui peuvent être envoyées sur les vaisseaux adverses et qui vont leur causer, encore une fois, je vous le dis, beaucoup de dommages. Alors on va faire l'état un petit peu des forces. Du côté de l'Imperium, des défenseurs d'Avalus, on va avoir bien le vaisseau principal dans lequel est Leon L. Johnson. C'est un vaisseau de classe Armageddon. Alors ce vaisseau, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver son existence parce que en fait c'est plus ou moins une conversion. C'est-à-dire que ce n'était pas dans le jeu originel de Battlefield Gothic, mais en fait sortait régulièrement des Battlefield Gothic magazine. Donc ça c'était des tout petits magazines qui coûtaient, alors quand je revois le prix, je me suis fait ok. Donc c'était 4 $. Ce magazine d'extension dans lequel il y avait des campagnes et des nouveaux vaisseaux. Et le vaisseau Armageddon provient, si je dis pas de bêtises, du Battlefield Gothic numéro 2, que je n'ai pas, bien sûr, c'est une pièce de musée maintenant. Et en tout cas, c'était une conversion, donc la proue était un petit peu différente, mais voilà le type de vaisseau. À côté, on a un Dominator, c'est celui qui va avoir justement le canon Nova, donc c'est lui qui va être au cœur de la stratégie. Évidemment, il est au cœur du dispositif, on le met le plus loin possible.
des défenses, enfin des forces du chaos, pour qu'il puisse profiter de son arme à distance le plus longtemps possible. On est complètement cohérent. Donc il y a 3 sphères de combat en fait, c'est ce que propose la défense du lion de Lionel Johnson, donc Primarch grand stratège. Donc cette première sphère qui est la plus loin, qui est la plus proche aussi de la planète Avalus et qui est épaulée juste derrière elle avec les plateformes de défense. Le but, ça va être vraiment de pouvoir rester le plus longtemps possible dans l'action et d'essayer d'étirer le plus possible le front. Donc la sphère qui est à tribord, eh bien, elle est constituée de 2 vaisseaux lunars. Les vaisseaux lunars, c'est des vaisseaux, c'est des croiseurs légers qui sont équipés et de batteries et de lances, c'est-à-dire quelque chose d'assez polyvalent. Et sur le côté bâbord, on a en fait un vaisseau de classe gothique. Donc le vaisseau gothique, lui par contre, c'est full lance, donc c'est vraiment un peu plus combat à distance et vraiment essayer d'envoyer des coups très forts. Et ensuite, un dictateur. Le dictateur, lui, il va posséder en fait des baies de lancement. Ces baies de lancement, c'est là où on va avoir en fait des bombardiers. Donc tout autour, on a des frégates, Firestorm, Cobra, etc. Le nombre exact, on ne l'a pas exactement, mais on dit que c'est à peu près le tiers à peu près de ce qu'il y a en face. Donc on peut imaginer qu'au total, on a, allez, on va dire à tout casser, 80, 100 vaisseaux. Voilà, par rapport aux 6 vaisseaux majeurs, le reste, ça va être constitué de frégates, vaisseaux d'escorte. Alors, du côté du chaos, donc les vaisseaux qui sont assez proéminents. Donc j'ai pas pu représenter évidemment les vaisseaux parce que je ne les avais pas, mais on a le vaisseau principal, le Seigneur de la Domination, c'est un vaisseau de classe Furieux. Donc là c'est pareil, ce vaisseau j'ai eu du mal à le trouver, j'ai trouvé une image, c'est pareil, donc voilà. Ensuite le vaisseau important, c'est le vaisseau qui est juste au fond, voilà. Vous savez à qui il appartient parce que vous avez vu les vidéos d'avant. C'est l'œil de la malveillance, le vaisseau de Baylor, un des déchus d'Archangel. Voilà, donc là, dans ce vaisseau, d'ailleurs, nous avons Lionel Johnson et nous avons aussi Zabriel. Donc c'est le moment où les 2 protagonistes sont le plus près. Donc les 2 déchus fils du lion vont-ils se rencontrer ou pas? En tout cas, pour l'instant, ils sont séparés de plusieurs kilomètres, mais ils n'ont jamais été aussi proches. Donc voilà, c'est leur première plus ou moins rencontre, hein, même si bien sûr ils s'ignorent les uns des autres. Donc ce vaisseau-là, lui, il est vraiment prévu pour être en arrière-garde. Vous voyez, il est à la fin de cette bulle. Alors, on dit que les forces du chaos, eh bien, leur technique, leur tactique est très simple, mais très efficace. C'est, ils sont là pour taper fort, taper groupé. Donc on a l'image d'un point. C'est une sphère bien groupée. Dans la 16, on a les 184 vaisseaux qui sont tous regroupés avec, bien sûr, en arrière-garde, donc Baylor, hein, qui a été mis plus ou moins en retrait par le seigneur de guerre ici. Lui, il a donc son vaisseau principal. Il a bien sûr des vaisseaux d'escorte tout autour. Et puis, on va avoir, alors je vous donne quand même la liste pour ceux qui veulent. On a 3 Hades, 2 Styx, 2 Dévastation, 4 Massacres, 2 Hellbringer, un Gothique. Donc ça, c'est assez intéressant parce que on voit que la force du chaos est disparate et c'est quelque chose qui est assez cohérent, je trouve, étant donné qu'en fait, ils vont piquer des vaisseaux. Donc on devrait avoir un peu plus de vaisseaux qui sont vraiment de l'Imperium, le croiseur gothique. On va le retrouver ici. Donc on a ce même type de vaisseau en face. Et puis, on a un croiseur aussi, un croiseur d'attaque Space Marine. Donc c'est sur les vaisseaux Space Marine. C'était des vaisseaux beaucoup plus efficaces que ceux de la marine impériale qui servaient en fait et qui servent toujours d'ailleurs les Space Marines et qui font partie de leur flotte. Même si bon, c'est un petit peu compliqué. Normalement, les Space Marines ne devraient pas avoir de force, mais bon, je m'éloigne, on va rester dessus. Donc voilà, un peu les 16 vaisseaux spatiaux, leur technique c'est très simple, c'est qu'ils savent qu'ils ont la primauté sur la puissance de feu, la résilience, étant donné qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ils vont simplement avancer en ligne droite directement vers la planète et puis après faire un débarquement pour reprendre en fait la planète. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vaisseaux qui sont des vaisseaux de débarquement. Alors, chose assez intéressante pour se représenter un peu les choses. Donc on a les croiseurs, c'est lesquels? Ce sont les Hellbringer. Les Hellbringer, ils sont spécialisés dans le débarquement. Donc c'est des vaisseaux qui font là aussi dans les 4 km. Ils ont 40 000 membres d'équipage, donc ça c'est vraiment pour faire fonctionner le vaisseau, et dans leur soute on a 100 000
cultistes du chaos ou guerriers maraudeurs qui sont là pour aller attaquer justement la planète. Donc rien que dans ces deux vaisseaux par exemple, on est presque à 300 000 hommes. C'est pour vous donner un peu l'idée de la force des 10 000 yeux. Les 10 000 yeux, c'est vraiment... et en plus là, on n'est pas sur leur flotte majeure, c'est-à-dire que on a une partie de leur flotte, mais pas uniquement ce qu'ils représentent, parce que c'est vrai qu'au début dans le roman, là je reviens un petit peu sur le roman, on nous disait les 10 000 yeux, et je me suis dit, est-ce qu'ils sont vraiment 10 000? Peut-être pas en fait. Moi j'imaginais vraiment plus une force de je sais pas, de plusieurs milliers d'hommes peut-être, mais pas peut-être pas autant. Et là en fait, quand on voit que juste dans un vaisseau, il y a déjà 100 000 gars prêts à débarquer, 40 000 qui le contrôlent, vous répartissez ça sur l'ensemble de la flotte, plus les 160 et quelques vaisseaux d'escorte, oui, on a énormément de gens, donc les 10 000 yeux, c'est bien en dessous de la vérité. Donc cette force-là, son but, enfoncer évidemment le blocus de défense et puis arriver sur la planète pour la reprendre. Alors, la technique que va employer Lionel Johnson, stratège émérite, c'est justement de séparer ses forces en 3 groupes qui sont solides mais un petit peu mobiles, et puis de les étaler en mettant les ailes sur les côtés. On voit bien que la technique va être une sorte de technique d'encerclement et de forcer en fait l'adversaire à eh bien répartir un petit peu ses forces dans un premier temps. Donc, on y va pour le combat. Première étape, eh bien, ce sont les impériaux, bien sûr, qui ont la primauté. Donc, on a détecté avec les scanners à longue distance que les forces du chaos arrivent. Donc, bien sûr, elles se matérialisent en arrivant directement du warp. Ce qui est assez intéressant, et ce que regrettent, bien sûr, tous les impériaux, c'est que les forces du chaos, elles ont la maîtrise du warp à tel point qu'elles peuvent sortir en hors de bataille. Donc on imagine que cette formation, elle sort telle qu'elle du warp. Alors que du côté de l'Imperium, surtout maintenant avec la cicatrice maledictum, eh bien ils sont obligés de compter un petit peu sur la chance. Et puis il y a toute une étape en fait de reformation. C'est-à-dire que les vaisseaux arrivent de façon disparate, pas forcément, forcément pas bien placés. Et donc il faut qu'ils se remettent en hors de bataille. Là, l'avantage, c'est que comme tous les vaisseaux sont en défense, ils sont déjà là, donc pas de souci. Première étape, eh bien, Lionel Johnson a décidé de partir sur la largeur, donc s'étaler, pas en hauteur, et de faire un système un peu de ciseaux. Donc, première étape, bien évidemment, c'est le canon Nova qui va commencer à ouvrir le feu à très longue distance. Alors, l'avantage, c'est que comme on a une force eh bien, très concentrée, le canon Nova va être capable en fait, de causer des dommages à plusieurs vaisseaux en même temps. Alors, évidemment, il y a un système un petit peu de ciblage, un système de rechargement. Ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui va envoyer chaque seconde un tir. D'ailleurs, pas vraiment de notion, mais en tout cas, la flotte du chaos va avoir le temps d'avancer. Donc dans un premier temps, c'est les tirs du canon Nova. Donc, dans ce premier affrontement, on peut imaginer que quelques vaisseaux d'escorte décèdent, pas encore de vaisseaux majeurs touchés. Alors dans tout le combat spatial, on n'aura pas le sort de chaque vaisseau, donc je ne vais pas pouvoir vous représenter fidèlement à 100% la bataille, mais il y a quand même quelques éléments qui sont décrits, donc on va schématiser les choses, on va extrapoler. Donc ensuite, deuxième étape, c'est l'utilisation des torpilles. Alors les torpilles, Lionel Johnson sait que ces torpilles ne vont pas causer beaucoup de dommages. Par contre, elles vont l'aider en fait tactiquement. L'idée, c'est d'envoyer les torpilles sur tous les côtés de la flotte pour essayer de la resserrer en fait, c'est-à-dire créer un couloir dans lequel eh bien, la flotte du chaos est obligée de naviguer. Et ce qui lui laisse en fait un choix, et ce qui est assez intéressant, c'est soit rester groupé, éviter le feu des torpilles, qui est quand même assez dévastateur, soit eh bien s'éparpiller justement pour que le canon Nova ne crée pas trop de dommages. Et ça, c'est le premier choix. Donc on voit que dans un premier temps, eh bien, les capitaines du chaos, et ça c'est quelque chose que Lionel Johnson souligne, c'est que la force du chaos est certes très puissante, mais elle a un inconvénient majeur, c'est que chacun va utiliser en priorité son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas forcément les ordres et qu'il n'y a pas de cohésion en termes de navigation, et que leur premier réflexe, c'est, étant donné qu'on prend des tirs de canon Nova, on va disperser nos forces pour pas rester tout près pour pas subir en fait le feu, un feu concentré. Donc cette technique-là, elle va se heurter quand même aux limites créées par la sphère de torpilles qui sont envoyées par les vaisseaux. Et surtout, il y a un deuxième élément, c'est que cette flotte, elle est guidée par un seigneur du chaos, un féodé à cornes. Et en fait, ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce que eh bien, le
seigneur ici va commencer à ouvrir le feu. Alors, on a le capitaine du vaisseau d'Elon Johnson qui s'étonne et qui dit « Mais comment peut-il ouvrir déjà le feu? Pourtant, je pensais que nous sommes hors de distance. » Et en effet, ils sont hors de distance. Donc, pourquoi a-t-il ouvert le feu? Eh bien, il a ouvert le feu directement pour détruire sa propre escorte. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément pencher dans la balance parce que l'ennemi, les forces du chaos, commencent à s'entretuer. Alors évidemment, il n'y a que le seigneur du chaos qui instille l'ordre comme ça, mais il va détruire ses escorteurs pour, par l'exemple, par la force, dire « Restez groupés, peu importe les pertes, nous ne fuirons pas ». Pourquoi? Parce que la doctrine de Khorne, c'est ça, c'est qu'il est absolument inconcevable de minimiser les pertes. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le dieu des crânes, donc fuir, éviter le combat, mais c'est abject et c'est intolérable pour le seigneur du chaos, ce qui fait qu'il va forcer, en fait, de par son commandement et de par ses actes, à concentrer, en fait, à nouveau les vaisseaux. Donc, on va avoir de nouveau les vaisseaux qui reviennent se concentrer, et ce qui est totalement au bénéfice de la force de l'Imperium, étant donné que la force du Imperium va pouvoir continuer, en fait, son système d'encerclement. Donc voilà, on va avoir cette première sphère qui va venir ici. Alors là, on a vraiment ces vaisseaux qui restent un petit peu en arrière. Il va y avoir même un détachement, c'est-à-dire que Lionel Johnson, lui, il va essayer de faire peser la puissance de son vaisseau. Et puis, comme vous le savez, il a toujours cette vision il pense qu'il ne pourra pas périr dans cette bataille. Ça, je vous invite à aller regarder la vidéo juste avant pour qu'on en détaille plus. Mais donc, il va laisser un petit peu en retrait, alors on va dire qu'on va avancer un petit peu comme ça, le Dominator pour qu'il puisse continuer à faire ses tirs de Canon Nova. Lui va s'avancer avec les ailes comme ça sur les côtés. Donc cette première étape d'encerclement, elle commence à bien se passer. On n'a évidemment aucune perte du côté de l'Imperium, alors que du côté du chaos, eh bien, les tirs de Canon Nova commencent aussi à percuter des vaisseaux assez imposants. Donc on a un des vaisseaux majeurs qui lui aussi va être détruit. Donc voilà, je vais l'enlever là, pour représenter un petit peu les choses. Et puis eux, considèrent que, étant donné qu'ils sont pour l'instant hors de portée de leurs armes, la seule solution c'est de mettre plein gaz en avant toute, et la flotte du chaos va se précipiter, groupée, toujours pour éviter les torpilles. Alors les torpilles, ce sont des armes qui sont bien sûr à munitions sans doute, et qui sont limitées. C'est très dur d'en fabriquer, surtout pour une planète isolée. Ça c'est quelque chose qui est représenté et que je trouve très intelligent. C'est il faut se rappeler que on est avec la cicatrice maledictum, on est dans l'Imperium Nihilus, et donc les planètes sont toutes isolées. Les seules forces qu'elles vont avoir, c'est celles qu'elles ont directement ou celles qu'elles sont capables de produire elles-mêmes. Et l'armement comme les torpilles, c'est une ressource très précieuse. Malgré tout, eh bien, ce que se disent les impériaux, c'est que c'est bien beau d'avoir des munitions, mais s'il n'y a plus de vaisseaux pour les tirer parce qu'ils sont tous morts, eh bien, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, peu importe, on ne va pas aller dans l'économie, on va aller dans la survie, étant donné que déjà les chances de victoire sont extrêmement faible, même si Lionel Johnson, avec sa stratégie, va essayer de faire peser vraiment la balance et de faire en sorte que chaque coup compte et qu'il y ait un ratio. Alors on peut imaginer ça, c'est-à-dire que si un vaisseau impérial a un ratio de destruction de 3 par exemple, c'est-à-dire que lui va détruire, du côté impérial, on va détruire 3 vaisseaux pour un vaisseau, eh bien ça va peut-être pouvoir rééquilibrer les choses. L'avantage, c'est qu'on a encore une fois d'un côté Lionel Johnson, grand stratège, Primarque, de l'autre côté une force du chaos où la stratégie c'est pas son fort, elle c'est plutôt je fonce, je tape, je fonce, je tape, et si tu n'écoutes pas, eh bien je vais te détruire moi-même. Et on l'a vu parce qu'il y a déjà des dommages collatéraux, enfin non, on peut même pas parler de dommages collatéraux, mais on va dire des destructions par l'exemple. Voilà, donc ça reste malgré tout très difficile pour les impériaux, mais en tout cas cette première phase du combat est à leur avantage. Étape 2 du combat, forcément, eh bien, on va arriver à la portée effective des armes dorsales des croiseurs du chaos. Donc c'est là où la flotte du chaos va avoir la supériorité. Donc on va avoir des touches qui commencent à être faites. Alors il y a les boucliers bien sûr qui sont assez efficaces quand on est à longue distance et qui vont encaisser la majeure partie des tirs. Malgré tout, on peut imaginer que eh bien, des vaisseaux d'escorte
des frégates, des croiseurs succombent en fait à cette salve-là, et ça va être la phase dominante en fait du chaos. Les vaisseaux avancent, se rapprochent à une portée où eh bien, les vaisseaux impériaux, eux aussi, je vous ai dit, ils ont une efficacité assez grande sur leur proue avec les torpilles, avec les canons Nova. Maintenant, le canon Nova, lui, va continuer bien sûr à infliger des dommages, mais les torpilles, c'est beaucoup plus difficile de les cibler à courte distance parce que forcément, les vaisseaux bougent très vite. Donc, c'est pas l'armement qui va être le plus efficace. En plus des torpilles, il n'en restait plus beaucoup. Donc, ça va être la phase vraiment dominante du chaos. Eh bien, la façon de réagir de Lionel Johnson, c'est eh bien la même au final que celle du Seigneur, c'est se dire, très bien, si maintenant on est dans une phase qui est moins bénéfique, eh bien on va essayer de réduire le temps de cette zone de difficulté. Donc on va aussi nous-mêmes mettre plein gaz, et dans Battlefleet Gothic, il y a cette possibilité-là de choisir en fait comment allouer l'énergie au vaisseau. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que quel que soit le jeu dans lequel on va être, on peut raisonnablement imaginer que vous avez des centrales énergétiques, des moteurs à plasma, je ne sais pas comment on peut les imaginer, peu importe le type d'énergie qui est utilisé, mais cette énergie-là, eh bien, elle va être allouée à différents systèmes de vaisseaux, donc que ce soit les boucliers, la propulsion, l'armement. Là, c'est l'étape justement où on va dire, on met le paquet sur la propulsion pour se rapprocher, pour se retrouver justement dans une position où nos armes qui sont à bâbord et tribord vont pouvoir tirer, et vous imaginez en fait que vous avez des arcs, vous imaginez que vous avez des arcs de tir, et forcément l'idée c'est d'être suffisamment proche pour que l'arc de tir puisse commencer à embrasser une partie de la flotte du chaos. Donc on va rentrer dans un moment où eh bien, les vaisseaux vont pouvoir utiliser en fait toutes leurs armes. C'est aussi le moment où on peut commencer à lâcher des vaisseaux autonomes tels que les bombardiers. Alors, il y a un passage qui est assez amusant, c'est que les croiseurs du chaos lancent en fait leurs bombardiers, et du coup Lionel Johnson ne reconnaît pas tout de suite cette forme, et il dit mais qu'est-ce que c'est que ces points en fait, c'est assez étonnant, leur forme m'est inconnue, et en fait en zoomant, eh bien, on voit que ce sont des Eldrake. Donc les Eldrake, c'est tout simplement des machines démoniaques, donc des chasseurs bombardiers modifiés en espèce de dragons mécaniques démoniaques. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui n'existait pas au temps de Lionel Johnson. Et Lionel Johnson découvre ce nouveau type d'appareillage du chaos, parce que lui, il était habitué aux luttes fratricides, où ce qu'avait l'adversaire, c'était aussi ce que lui avait à sa disposition, alors que là, il y a des nouvelles armes, et eh bien, il se sent en fait révulsé. Pourquoi? Parce que une première chose, c'est au niveau du fonctionnement des vaisseaux, forcément, les armes ont été créées il y a bien longtemps, et depuis 10 000 ans, elles se dégradent. Et en fait, lui, au sein du commandement de ce vaisseau, il trouve que eh bien, tout l'appareillage ne réagit pas aussi bien que tout ce qu'il y avait à l'époque, et du coup, il se sent inférieur en fait, parce qu'il dit le matériel ne marche pas aussi bien. D'un autre côté, le chaos, lui, a développé des nouvelles armes démoniaques, et il se dit mais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose dans cet univers-là qui est meilleur que pour nous que ce qu'on avait à l'époque. Tout a l'air beaucoup plus sombre, forcément, les armes sont moins efficaces, en face il y a des armes de destruction démoniaque, donc c'est vraiment l'horreur, le 41e millénaire. Donc dans cette situation, eh bien, les impériaux ont une possibilité en fait, donc ils sont surclassés actuellement en termes de puissance de feu. Par contre, eh bien, il y a une option qui est décrite pour la marine impériale, c'est de virer de bord pour mettre tous les vaisseaux sur le flanc afin de maximiser en fait l'efficacité de leur bordée. Alors on imagine bien que le côté tribord va être délaissé, mais par contre on va vraiment utiliser 100% de ses capacités opérationnelles, et ça va rétablir à nouveau l'équilibre. Maintenant cette fenêtre va être très courte. Pourquoi? Parce que alors que les vaisseaux vont se mettre de flanc, ils vont être beaucoup plus faciles à cibler, parce que, et ça c'est quelque chose qui a toujours été représenté dans Battlefleet Gothic, c'est qu'on avait un tableau d'entrée avec 3 types de mouvements sur le vaisseau. C'est est-ce que le vaisseau sur lequel vous tirez est de face, auquel cas c'est très difficile parce que il vient vers vous, on ne sait pas où il va aller, donc c'est compliqué de le cibler. Est-ce qu'il est de flanc? Là par contre c'est beaucoup plus facile parce que déjà il a une surface qui est beaucoup plus grande. Alors vous dites oui c'est juste un point, mais on parle quand même d'un vaisseau qui fait 4 km, donc c'est quand même une grande zone de ciblage. Et puis aussi sa trajectoire est beaucoup plus prévisible parce qu'il n'y a pas à jauger de changements brusques parce que s'il va tourner à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, vous voyez, on va être sur une zone qui est beaucoup plus facile à déterminer. Donc un vaisseau qui va de flanc est beaucoup plus facile à cibler. Et puis la troisième possibilité, c'était le vaisseau s'éloigner de vous. C'était l'étape intermédiaire, c'était un peu plus difficile à cibler
que s'il était de flanc, mais quand même plus facile que s'il venait de face vers vous, et où chaque changement, vous l'imaginez bien, enfin on imagine très clairement, hein, si vous allez tirer sur quelqu'un, s'il va de face, enfin voilà, s'il va de face vers vous, ça va être compliqué, etc. Maintenant, ce n'est pas le choix que va adopter la force de l'Imperium, je vais le faire avancer un petit peu aussi en même temps, parce que ils savent qu'ils auraient l'avantage à un moment donné, mais qu'au final, les vaisseaux du chaos, eux aussi, se mettraient de flanc pour profiter de leur bordée, et que la force simplement numérique ferait que le temps qu'ils auraient gagné, en fait, se retrouveraient vite perdus et qu'après, ils se retrouvent dans une situation très difficile à gérer. Donc, ce n'est pas ce que va faire Lionel Johnson. Donc, l'avantage aussi, c'est que Lionel Johnson, lui, gère l'ensemble de la force. D'accord? Alors que là, on a juste des ordres disparates et que chaque capitaine de vaisseau va faire ses propres choix et que, eh bien, il ne va pas y avoir de tir concentré. Là, on peut imaginer que forcément, les lunars qui sont ici vont cibler les vaisseaux un par un, alors que ici, les vaisseaux adverses vont cibler peut-être un escorteur. Il y en a un qui veut se faire le vaisseau majeur, le joyau, donc il va chercher les grosses pièces, son confrère non, etc. Donc c'est fouillis. Donc forcément, c'est moins efficace. Alors, on va enlever quelques vaisseaux pour représenter un petit peu ce qui peut se passer, l'évolution de la bataille. Donc bien évidemment, les vaisseaux qui sont plus exposés vont être les premiers à être détruits. On peut imaginer bien sûr qu'il y a quelques vaisseaux du côté de l'Imperium aussi qui sont détruits. Enfin, il y en a hein, certainement, mais on n'a pas encore de destruction significative sur les 6 vaisseaux majeurs. Donc, je n'aurai pas en fait de description de ce qui se passe exactement. Voilà, je vais simplement avancer un petit peu les vaisseaux, parce que c'est assez important sur la stratégie qui vient ensuite. Stratégie de Lionel Johnson, c'est de foncer directement à l'intérieur et de venir se placer dans cette position-là. Alors cette position-là, elle est assez importante. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il passe au milieu de la flotte, donc on imagine vraiment sur un plan, eh bien, il force les vaisseaux à quand même faire attention parce qu'ils vont se retrouver dans une situation où les tirs qui sont envoyés à bâbord et à tribord peuvent toucher en fait les vaisseaux en fait amis, même si on est encore une fois dans une flotte du chaos où la discipline n'est pas là, où le but c'est juste la destruction. Le fait est de tirer ouvertement sur un autre capitaine de vaisseau, c'est quand même pas un choix judicieux parce qu'ils savent que s'ils se mettent à s'autodétruire alors que les impériaux sont en face, c'est un petit peu débile et ils sont suffisamment intelligents pour se dire on va pas faire ça. Donc ils minimisent en fait leurs tirs, ils ne donnent pas la pleine puissance alors qu'au contraire, tous les vaisseaux impériaux qui vont foncer à l'intérieur, eh bien eux, au contraire, ils ont des cibles partout et même s'ils ratent entre guillemets leur cible principale, le vaisseau principal, peut-être qu'un vaisseau d'escorte qui est un petit peu sur le dessus, eh bien lui va prendre aussi les tirs qui sont perdus et qu'ils vont maximiser vraiment, on va lire, je ne sais pas quelle valeur on pourrait donner, mais on peut dire que sur 100% des tirs, on va dire 80% peut-être vont trouver une cible valable, alors que eux, sur 100% de leur capacité, ils vont essayer de tirer déjà qu'à 50% pour essayer de minimiser le ciblage et que du coup, de ce fait, il y a encore une perte. Donc on va peut-être que sur un ratio de 30%. C'est pour vraiment vous donner une idée générale. Pendant ce temps-là, on a toujours le canon Nova qui va créer des dommages et Lionel Johnson, alors là, bien sûr, bien évidemment, il n'a pas un vaisseau tel qu'il avait à l'époque, un vaisseau Gloriana, quelque chose d'extrêmement puissant, et il se retrouve vite en difficulté, c'est-à-dire que ce qui maintient vraiment la cohésion des vaisseaux, c'est leur bouclier. Leur bouclier, c'est ce qui va avoir un champ de force, qui va absorber en fait tous les tirs, et bien ce bouclier va céder. Alors, ce que lui ne sait pas, c'est que Serafax a donné l'ordre aux 10 000 yeux de ne pas tuer Lionel Johnson, et dès qu'il a été identifié, on peut imaginer qu'il a été identifié sur ce vaisseau-là, eh bien, on ne doit pas en fait le détruire, donc il faut aller à l'abordage, aller au corps à corps, ce qui fait que il est plus ou moins dans une bulle de sécurité. Malgré tout, à l'intérieur ne savent pas, donc ils croisent un petit peu les doigts, leur bouclier saute. C'est difficile. Malgré tout, il crée d'énormes dommages sur les 2 vaisseaux de classe Massacre qui sont juste ici. Et eh bien, c'est le moment en fait où même Lionel Johnson ne dit plus rien et on a l'impression en fait qu'il attend le jugement. Il attend de savoir si effectivement son destin n'est de
continuer à combattre contre le chaos, et donc de ne pas mourir aujourd'hui, ou alors peut-être s'est-il fourvoyé, il pensait avoir un destin, il n'a pas de destin, et il y a ce moment un petit peu d'incertitude, ou même Lionel Johnson, Primark, encore, ça c'est une image que je trouve assez forte, ne dit rien, attend, et regarde de voir ce qui va se passer. Et en fait, on arrive à un moment donné où ils sortent des arcs de tir des vaisseaux, donc on imagine bien que la bataille avance, comme ça progresse, les vaisseaux avancent, et bien voilà, première chose à faire, il donne l'ordre en fait de partir en roulis. En roulis, c'est-à-dire qu'il va en fait plonger avec le vaisseau, donc c'est-à-dire, alors là je vais essayer de vous le représenter en 3D, on a le vaisseau qui passe comme ça, lui décide de plonger pour que justement les vaisseaux, les tirs qui étaient sur lui, alors on imagine que les vaisseaux normalement ne sont pas censés bouger aussi vite, mais là on nous dit que parce que Lionel Johnson, un Primark, un héros de l'Imperium est là, le vaisseau agit beaucoup mieux, étant donné que chaque être vivant à l'intérieur agit à 120%. 120%. Donc forcément, le temps de réaction est plus faible, ça surprend les chaotiques, et en virant en dessous, en changeant comme ça, les tirs qui lui étaient destinés vont aller percuter les vaisseaux jumeaux, et ils vont s'auto-annihiler plus ou moins les uns les autres. On a un qui est vraiment en grande difficulté, qui n'est pas détruit encore, mais qui est en grande difficulté. Et puis pendant ce temps-là, pendant qu'il descend, il va pivoter en fait sur le côté pour faire en sorte que toutes les bordées puissent aller directement sur le vaisseau. Donc on a vraiment un mouvement, vous voyez, comme ça, plongeant, et puis roulis pour que l'ensemble des canons puissent tirer, et que le vaisseau du chaos, lui aussi, en fait, même si... Alors ça, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu choqué, c'est que on est sur du combat spatial en 3D, donc pour moi, il devrait y avoir des canons sur tous les côtés. C'est-à-dire... en dorsale, sur les batteries, en dessous un petit peu, comme d'ailleurs ça a été représenté dans Albator, je ne sais plus quelle série, mais la dernière série animée, où c'est un film, où on a les canons en fait qui sont sur des rails et qui tournent à 360 degrés, suivant l'emplacement où c'est le plus intéressant, en fonction de où sont les vaisseaux dans l'espace. Là, dans Battlefield Gothic, on a quelque chose de très 2D, étant donné que justement vous plongez, et toutes les batteries, les T20, ah mince, le vaisseau est plongé, je ne peux pas le cibler. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus cinématographique, et on a ce mouvement de je tombe, je roulis, je te tire dessus par en dessous, et qui est très cinématographique. Donc, on a ces vaisseaux qui vont être détruits, et on va continuer sur l'avancée, la troisième phase en fait du combat. Alors dans le roman, on ne détaille pas vraiment ce qui se passe sur les ailes, on est vraiment sur le combat central, donc on peut imaginer quand même que peut-être on a perdu aussi un croiseur, enfin quelques croiseurs majeurs du côté de l'Imperium. Toujours est-il que, en revenant sur ce combat-là, on a Varkan, donc qui est un seigneur de cornes, ça c'est encore une fois très important. Lionel Johnson le sait, il a vu son mode d'agissement, il a reconnu les marques qu'il y avait justement dans l'Esteden, donc il sait que les 10 000 yeux sont inféodés à cornes, donc forcément il déduit un peu comment ça va se passer, il en profite. Donc il est sous couvert en fait d'un des vaisseaux du chaos qui est plus ou moins détruit, et bien ce vaisseau en fait va se faire cibler par Varkan, et il détruit en fait son propre vaisseau. Pourquoi? Pour libérer le chemin, parce qu'il ne supporte pas qu'il y ait un obstacle entre lui et le lion, et donc on a toujours le vaisseau du lion qui vire comme ça, un petit peu en dessous, et on a ce vaisseau majeur qui est beaucoup plus puissant. Là on a le vaisseau le plus puissant qu'il y a dans tout l'engagement, un vaisseau de classe furieux, donc voilà, très très puissant, plus puissant que les autres. Donc encore une fois, le lion sait qu'il n'a encore aucune chance en l'affrontant à la loyale, donc il va vraiment mettre encore une fois tout sur les réacteurs pour sortir en fait de la zone de tir de ce vaisseau là. Alors c'est quelque chose qui, là encore une fois, il croise un petit peu les doigts, il attend, mais ça va passer, ça va réussir. Alors sans doute parce que le but, encore une fois, de Varkan, c'est de le capturer, ou en tout cas d'aller se mesurer au Primark. Donc il ne l'achève pas, alors que les boucliers sont tombés, c'est assez important. Et en fait, les vaisseaux vont se croiser comme ça, se dépasser. Et on a vraiment cette position un peu, donc on va mettre quand même encore quelques petits vaisseaux. On a évidemment toute la force qui a continué à avancer. Alors voilà, c'est un peu dur de tout représenter, mais on a ce vaisseau-là. Le canon Nova va quand même continuer à tirer, même s'il est à bout portant. Alors j'imagine qu'il y a au moins des lunars qui a sauté aussi de ce côté-là, mais on se retrouve avec la flotte en fait de l'Imperium qui s'est fait enfoncer. Cette défense, elle n'est plus là,
et on va avoir eh bien, les vaisseaux de débarquement, j'ai mis comme ça des vaisseaux un peu plus en mode débarquement, qui vont arriver à portée des stations de défense. Et ils vont commencer à engager le combat avec les stations de défense. Alors, en 1 contre 1, ils savent qu'ils n'ont pas la supériorité pour pouvoir justement combattre, mais ils pensent être soutenus en fait par les forces du chaos, donc ils continuent. Donc on a cet avantage numérique, encore une fois, je vous ai expliqué au début que entre une station de défense de tonnage égal par rapport à un vaisseau, c'était compliqué. Maintenant, elle avait une puissance de feu supérieure, elle pouvait sans doute encaisser un peu plus, il y avait aussi plus d'énergie sur les boucliers. On revient à ce combat-là, donc là on a aussi ces vaisseaux qui sans doute ont à avancer par ici, et on a la ligne en fait de défense impériale, et bien qui est derrière en fait les forces du chaos, et donc il ne peut plus opposer de défense par rapport à la flotte du chaos, et il n'y a plus que justement ce Cannon Nova. Alors à courte portée, c'est bien sûr pas là où ce vaisseau va être opérant, même si c'est un vaisseau qui est équipé de beaucoup de bordées, donc on a un rôle qui est très, j'allais dire, late game, c'est-à-dire c'est vraiment le premier vaisseau à tirer avec son Cannon Nova, et après le vaisseau qu'on va utiliser une fois que tout le combat est une grosse mêlée, parce qu'il y a beaucoup de bordées. Donc c'est vraiment une classe très spécialisée. Donc là, le combat est là. On a, eh bien, toujours l'œil de la malveillance ici, le vaisseau de Baylor qui se trouve vraiment en retrait. Donc c'est quelque chose qui étonne un peu le capitaine du Chevalier Sélénite, le vaisseau de Lionel Johnson. Et bon, alors eux bien sûr commencent à virer pour essayer de rattraper un peu les forces du chaos et puis de les prendre un peu à revers. Donc on a ce type de mouvement-là. Malgré tout, on envoie des torpilles sur ce vaisseau-là qui, très étonnamment, ne bouge pas, ne réagit pas et n'a pas l'air d'engager le combat. Donc on sait que c'est sans doute un vaisseau qui est là pour observer, mais bon, on va pas aller chercher beaucoup plus loin. Donc il y a ce mouvement-là, et là, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que, eh bien, Lionel Johnson a fait ce qu'il pouvait. Il a donné le maximum, mais on voit bien que, en termes de puissance brute, d'ailleurs, je pense que j'ai enlevé peut-être un vaisseau du chaos en trop. On va en remettre un pour un peu équilibrer, parce que le niveau du ratio, je pense qu'on est plutôt dans ce ratio-là. Eh bien, la planète est sur le point de tomber. Il n'y a plus capacité de retenir en fait les forces du chaos, et puis les plateformes de défense qui sont la dernière ligne de défense ne vont pas permettre d'empêcher le débarquement. Et on sait que, je vous l'ai dit, vous avez plus de 100 000 hommes qui sont dédiés au débarquement. Ça, ce sont des vaisseaux qui sont dédiés à l'assaut planétaire. 100 000 hommes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu une grosse ville, hein. Les villes en France, c'est entre 20 000 et 100 000 personnes, donc là 100 000 hommes, c'est plutôt costaud. Tous dédiés au combat pour massacrer, c'est comme si chaque habitant de votre ville, c'est une grande ville, disait tiens, on va tout détruire, équipé en plus, hein, en mode armée, donc voilà, c'est un peu compliqué. Malgré tout, il se passe quelque chose auquel s'attendait sans doute Lionel Johnson, c'est que eh bien, Varkan va commencer à virer et ordonner à ses vaisseaux de finir les impériaux. Et oui, pourquoi? Parce que lui, il a une mission, capturer le lion, admettons, et aussi capturer cette planète, mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est l'affrontement, c'est le sang pour le dieu du sang, et l'honneur, si on peut parler d'honneur, mais en tout cas, la moralité du chaos, c'est de détruire tous les impériaux. Donc, eh bien, le pion de Lionel Johnson va marcher, parce que là, ils vont s'éloigner et d'eux-mêmes refaire demi-tour pour aller achever les quelques impériaux qui restent. Alors, on a les deux vaisseaux ici qui, eux, se retrouvent dans une position difficile, parce que pourquoi? Ils se retrouvent en one-to-one. Et comme leurs escorteurs, leurs frégates, etc., font tous demi-tour pour aller chercher les quelques impériaux qu'il reste à achever, on peut imaginer une solution un petit peu comme ça, eh bien, eux vont se retrouver tout seuls et vont se retrouver très en difficulté, parce que même s'ils sont spécialisés dans l'assaut orbital, eh bien, ces défenses sont aussi spécialisées pour détruire les navettes d'insertion, et là, c'est le massacre. Tous ces vaisseaux-là ne vont pas réussir à gagner en fait ce combat. Donc, sur le coup final, là où j'en suis actuellement, dans le roman, on ne détaille pas leur sort, mais on peut très raisonnablement imaginer que ces deux vaisseaux vont être perdus ou détruits. Alors, dans le doute, on va les mettre sur le côté, comme ça, et que Avalus est protégé des forces du chaos. La mission du Lion est couronnée de succès. Maintenant, il reste que très peu de vaisseaux. J'estime qu'il reste peut-être que 3 croiseurs, quelques frégates, on peut imaginer une cinquantaine. Et on a bien sûr le vaisseau majeur ici,
qui lui, eh bien, à lui seul, en fait, je pense, pourrait s'occuper des 3 croiseurs. Il y a encore d'autres vaisseaux ici. Donc c'est un combat très difficile qui s'annonce encore une fois. Lorsque Lionel Johnson va réussir à nous sortir encore des manœuvres, recompter sur la fureur en fait des chaotiques pour pouvoir gagner cette bataille. La réalité, c'est que sur le combat spatial, on va s'arrêter là, parce qu'en termes de roman, on arrive au moment donné où je vais revenir un petit peu sur la façon de combattre au 41e millénaire. Vous avez, dans un premier temps, les canons Nova, armes à distance. Ensuite, les torpilles. Ensuite, on arrive dans une portée intermédiaire où vous avez toutes les armes dorsales. Là, c'est le chaos qui va prédominer en envoyant beaucoup plus de puissance de feu. Puis, on arrive à courte portée, en mêlée, où là, ce sont les bombardiers qui peuvent intervenir, les bordés et surtout aussi les appareils d'abordage. Et on arrive à ce moment-là, donc, différents types d'abordage. L'abordage, quelque chose qui est très pratiqué au 41e millénaire. Pourquoi? Tout simplement parce que eh ben, ça leur fait plaisir aussi de massacrer des humains plutôt que juste des vaisseaux spatiaux au loin. Déjà, bon, imaginons, pour Korn. Mais aussi parce qu'on va pouvoir récupérer. Dans un abordage, vous ne détruisez pas la cible, vous détruisez simplement eh bien, son équipage, ce qui veut dire que vous récupérez le vaisseau pour vous, et c'est quand même une ressource importante. Une arme, un pistolet qui est par terre, eh bien, le but, c'est pas de le détruire, c'est plutôt de tuer son utilisateur, le récupérer, surtout s'il est assez conséquent, et puis c'est toujours un pistolet plus à mettre dans son armement. Là, c'est la même chose. Donc, 2 types d'abordage. L'abordage par torpille d'abordage, donc c'est-à-dire vraiment ce que vous avez pu connaître peut-être dans Space Hulk, à savoir des grosses torpilles dans lesquelles vous avez souvent des Terminators, enfin des forces dédiées à l'abordage, qui sont envoyées percer la coque, donc c'est-à-dire soit avec un système de foreuse à fusion, ce genre de choses-là, ou alors l'assaut par téléportation. L'assaut par téléportation n'est possible que quand les boucliers du vaisseau sont tombés, les boucliers du chevalier sélénite sont tombés, et c'est justement ce qui va se passer. Tout de suite, on retourne à l'intérieur du vaisseau. Lionel Johnson dégaine son épée. On a aussi Zabriel qui est à l'intérieur du vaisseau, qui détecte les signes typiques, le changement un petit peu dans le voile de la réalité. Donc tout de suite, il prend son pistolet bolter, il le dégaine, et c'est un assaut directement à l'intérieur du chevalier sélénite d'une force de Terminator du chaos. Et voilà, fin du chapitre 20. Donc, j'ai essayé de vous mixer le combat spatial, de vous expliquer, parce que je trouve que c'est extrêmement bien expliqué. Alors, on n'a pas le détail de chaque vaisseau. J'aurais aimé qu'on ait le détail de chaque vaisseau, savoir comment chaque vaisseau va être détruit, ceux qui vont succomber avec les bombardiers, avec les Eldrake, comment ceux qui sont à courte portée vont réussir, etc. Mais bon, en tout cas, on a une bonne vision. Je pense que vous avez quand même une bonne vision de ce que c'est qu'un combat spatial dans le monde de Warhammer 40 000, parce qu'on a eu les différents aspects. Voilà, alors après, ce qui peut être ajouté, c'est la façon peut-être de se téléporter. À un moment donné, vous avez des vaisseaux qui peuvent plonger dans l'Immaterium pour échapper à leurs poursuivants. Une fois qu'ils sont dans l'Immaterium, c'est très difficile, voire impossible de les suivre, même si c'est quelque chose qui est réalisable. Je l'ai vu dans d'autres romans, un roman en écran. Vous avez ensuite les corps à corps, c'est-à-dire vraiment une part qu'on ne peut peut-être pas trop imaginer. Je pense que dans d'autres séries de science-fiction, l'abordage au corps à corps, c'est pas forcément ce qui va être primé, ce qui va primer, parce que c'est assez difficile. Une fois qu'on est dans un vaisseau, c'est assez difficile d'aller prendre section par section, surtout qu'on peut imaginer que même si les troupes sont spécialisées, vous avez des cloisons de sécurité qui sont des obstacles. Tous les, je sais pas, 10 mètres, vous avez une cloison de défense qui s'abaisse. Pour réussir à passer, c'est vraiment assez compliqué. En plus, vous vous battez, les autres sont en défense. Le défenseur a toujours l'avantage à armes égales. Donc, c'est des situations assez compliquées. Après, le mode est un petit peu très combat naval, tel qu'on le voit. Alors, il y a vraiment un moment, le chevalier sélénite qui passe et qui change un peu de plan, mais sinon, dans Warhammer 40 000, vous avez toujours ce combat un petit peu qui se passe plan par plan, alors que moi j'imagine quelque chose où ce serait soit vraiment beaucoup plus du combat à distance et avec très peu de combats à courte portée, donc où les bordés auraient très peu de chance, parce qu'il y a toujours cette notion que les vaisseaux en fait vont extrêmement vite, donc quand ils se croisent, même s'ils font 4 km, ça fait... Voilà, donc voilà. Après, je déborde un petit peu, mais dans Mass Effect, je trouve que tout avait été bien expliqué en termes de gestion des armes. Par contre, ce qui est respecté, c'est que dans un combat spatial, ce qui est plus ou moins avéré, c'est que le meilleur équipement, c'est tout ce qui est armes
avec effet cinétique, c'est-à-dire vous envoyez des objets sur l'adversaire. Pourquoi? Parce que si vous envoyez ne serait-ce qu'une tonne avec une vitesse extrêmement grande sur un vaisseau, eh bien ça va avoir une puissance de destruction en termes d'une force explosive qui va être beaucoup plus grande que la Hiroshima par exemple. J'ai plus les valeurs, mais j'avais vu il y a pas longtemps une vidéo là-dessus où on disait bah voilà, vous envoyez une voiture d'une tonne de masse avec dans l'espace, eh bien ça va avoir une énergie en joules bien supérieure à ce qu'a dégagé une bombe nucléaire. Donc forcément c'est ce qui devrait être privilégié. En plus c'est très rapide, ça ne perd pas en fait de puissance avec la longueur, parce que étant donné qu'il n'y a pas de frottement, l'énergie cinétique va être continue. Contrairement aux faisceaux, où les faisceaux, eh bien voilà, si vous envoyez un laser, même s'il est très péchu, forcément il va se disperser, donc il va être moins efficace à longue distance. L'avantage par contre des armes à laser, c'est qu'elles vont à une vitesse, là pour le coup, qui est celle de la lumière. Donc c'est très rapide. Normalement, quand vous visez, le vaisseau est encore à l'endroit où vous avez visé, ce qui n'est pas le cas des torpilles, où les torpilles, elles vont pouvoir parcourir de grandes distances, encore une fois en gardant de l'énergie, mais bah voilà, il va falloir, c'est pour ça que je pense que les torpilles devraient être autonome, et je pense qu'elle devrait l'être. Ce n'est pas le cas dans Battlefield Gothic, mais je pense qu'elle devrait être autonome et pouvoir vraiment changer d'alignement. Là, on est vraiment sur quelque chose un peu très Seconde Guerre mondiale, voire même en dessous, où on a des torpilles qui sont lancées en ligne droite, vraiment pour guider un peu la flotte. Et là, on a vu, c'est ce qui a servi justement à tasser la flotte du chaos pour qu'elle ne profite pas de sa masse, pour pouvoir justement comme ça englober les défenseurs. Et j'espère que justement, en représentant ça avec les vaisseaux, eh bien, vous vous êtes amusé et vous avez pu visualiser un petit peu les choses. Voilà. Donc, cette vidéo, je vais faire juste le chapitre 20. Voilà, parce que c'est un trait particulier, et puis j'espère aussi que des gens qui n'étaient pas forcément dans le roman se sont intéressés aux combats spatiaux au 41e millénaire. Je sens que Ben de Pique est aux anges et qu'il a mis sans doute un petit cœur. Si vous aimez Battlefield Gothic, peut-être qu'un jour je vous ferai aussi un petit rapport de bataille, mais c'est dans longtemps, attention, c'est une fausse promesse, et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo un petit peu hétérogène, voilà, mais c'est comme ça sur la chaîne, moi j'aime bien tester des choses. Et puis là, c'était vraiment l'occasion de schématiser du lore et une narration sur un combat spatial, donc je l'ai saisi. Voilà. Merci à vous. Si vous avez aimé, comme d'habitude, pensez au petit like, pensez au partage aussi, ça peut être intéressant de faire partager cette vidéo. Si vous voulez me soutenir encore une fois via Tipeee, via les commandes sur MyHobbyPlace, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une vidéo plus traditionnelle sur la suite de Le Lion, fils de la forêt.